Allez, 11h05, on démarre. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Comme je vous l'ai indiqué, l'objet du webinaire, c'est vraiment de vous présenter le Vertex S. On commence par une présentation de société assez succincte, puis on focalisera sur le produit en lui-même. On finira par une session questions-réponses. On a à peu près 1 heure de temps devant nous. Si on est plus rapide, on est plus rapide. S'il y a besoin de plus de temps, aucun problème. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je suis là pour y répondre. Si je n'ai pas les réponses, je reviendrai vers vous par mail ou Brieux vous donnera les informations. Alors, qui est Trina Solar? Trina Solar, donc on va faire ça en deux parties, la position et les avantages sur le marché. En gros, Trina Solar a été fondée en 1997. Ça fait une existence d'un peu moins de 25 ans, 24 ans exactement. En 2006, le premier gros step dans notre société, c'est l'introduction en bourse de New York. En 2012, un point très important chez nous, c'est l'introduction du laboratoire R&D qui a été établi, qui est l'équivalent d'un tube ou d'un VDE permettant de faire finalement des IEC pour les autres fabricants. Bien que nous ne le fassions pas, hein, nous sommes tout à fait en mesure de le faire. En 2014, on devient le plus gros fabricant mondial en termes de volume. En 2016, on introduit l'usine en Thaïlande, principalement pour les États-Unis, puisqu'il y a un droit anti-dumping pour les modules fabriqués en Chine sur les États-Unis. Et entre-temps, ici, on sort du listing en bourse de New York, uniquement puisque la valorisation boursière des sociétés chinoises sur la bourse new-yorkaise n'est pas très favorable et du coup, la cotation ne reflétait pas la valeur réelle de la société. Et c'est pourquoi en 2020, on a introduit le Shanghai Star Market, qui est le marché des innovations, qui n'est pas le marché des produits courants, pour avoir une capitalisation boursière qui soit représentative de la force de notre société. Ensuite, notre empreinte en Europe. Donc là, on marque gigawatts volume vendu en Europe. Pour vous donner à titre de comparatif, sur 2019, on avait livré 1 giga 2 sur toute l'Europe. En 2020, on était à 3 giga 7 délivrés. Et là, sur 2021, le target est à 7 giga 4, en sachant qu'on a déjà livré en Q1 quelque chose de l'ordre de 1 giga 8 ou 1 giga 9. Donc on est plutôt bien positionné pour atteindre notre objectif. On a 8 bureaux régionaux, donc un au Luxembourg, un au UK, un en Espagne. Notre QG en Europe se situe à Zurich. Nous avons un QG opérationnel à Munich, une succursale en Italie et une succursale en Turquie. Les points bleus que vous voyez ici, c'est l'ensemble des distributeurs du réseau de distribution qu'on a sur l'Europe. Cette présentation, elle est un peu obsolète. 80 employés, c'était en 2020. Depuis, on a embauché 40 employés supplémentaires et on est présent dans une vingtaine de pays, comme vous pouvez voir sur la map. Les performances, donc là, c'était sur l'année dernière, hein, je viens de vous en parler assez succinctement, mais ce qui est important, c'est de voir la place de l'Europe au sein de Trina. La croissance, elle est dans chaque marché. C'est-à-dire qu'aux US, en 2019, au premier semestre, on avait fait seulement 300 mégas. En 2020, on était à 1 giga 1. En Europe, 1 giga 1, 1 giga 7. Et comme je vous ai dit, on a terminé 2020 avec un volume de 3 giga 2 à peu près. 3 giga 2, 3 giga 3. Et une forte croissance aussi en Amérique latine. Je passe assez rapidement sur toutes ces slides, hein, c'est juste pour vous donner un aperçu bref de Trina. En termes de résultats financiers, donc là sont les résultats financiers sur les 3 premiers trimestres de 2020. En résultat opérationnel, on était à 2,57 milliards d'euros, alors que de janvier à septembre 2019, on était à 2,17, donc ça fait clairement une augmentation de 18,7% par rapport à l'année précédente. Et en résultat opérationnel, un gain de 127 millions comparé à 63 millions, donc c'est une augmentation de 100%
du bénéfice opérationnel. Et en termes d'actifs, sur la même période, on passe de 5,45 milliards à 4,7 milliards. Donc, c'est une augmentation de 16,1%. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi à être introduit en bourse de Shanghai au Star Market, comme je vous ai expliqué précédemment, en juin 2020. Ce qui nous a permis, en fait, d'avoir encore une manne financière supplémentaire pour pouvoir investir massivement dans la technologie 210 mm. J'y reviendrai dans les slides suivants. En termes de fiabilité, c'est toujours bien quand on dit que le module est bancable. Bien sûr, tout le monde pense que son module est bancable. Le mieux, c'est quand même que des organismes tiers tels que Bloomberg le montrent à votre place. Et donc là, on voit, on n'est pas les seuls fabricants qui sont quasi 100% bancables. Hein. Trina, Canadian, Jinko avec 4%, Never Heard of. Donc, je pense que tout le monde connaît Jinko. JA Solar, je pense que tout le monde connaît JA. Et Longi, je pense que tout le monde connaît Longi. Donc, typiquement, on peut établir que ces 5 fabricants sont 100% bancables. Par contre, parmi ces 5 fabricants, on est le seul fabricant à être 5 fois consécutivement bancable à 100%. On voit ici d'autres fabricants du type Qcells ou Suntech qui malheureusement ne sont pas 100% bancables. Suntech, c'est pour des raisons de banqueroute des sociétés. Donc, Suntech a fait 2 fois banqueroute et Qcells, c'est plutôt par rapport au fait qu'ils ont une activité dans le commerce d'armes et certains investisseurs finalement ne souhaitent pas travailler et avoir un conflit d'intérêts. C'est pour ça que c'est pas bancable. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais modules, hein, bien au contraire. C'est juste que quand vous faites des gros projets, les investisseurs ne vous suivent pas forcément lorsque vous utilisez ce type de module. En termes d'innovation, je vous ai dit tout à l'heure, l'ADN de Trina, c'est clairement la R&D et c'est prouvé depuis 2011. On a battu 20 fois les records du monde en termes de rendement de modules ou de rendement de cellules. On a plus de 852 brevets. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important. Je pense que vous avez tous entendu la décision de la Cour allemande concernant l'utilisation frauduleuse de la technologie employée par Qcells en fabrication de cellules et qui concerne des sociétés que sont Jinko, Longi, REC et maintenant Astro Energy. Ils ont été condamnés pour avoir copié la technologie Monoperc de chez Qcells. Nous, on n'est pas impacté par ça. Comme vous allez le constater, on fait notre propre chemin sans regarder ce qui se passe à côté. Donc en gros, si on regarde depuis 2011, je ne vais pas détailler tous les rendements qui ont été battus. Je vais m'attarder sur certains d'entre eux pour vous faire comprendre l'ADN de Trina. Ici, on voit par exemple IBC Cell, c'est les technologies back contact utilisées par SunPower. Donc, on a battu le record du monde en 2018. On ne fabrique pas ce type de module uniquement pour des raisons économiques. Mais en termes de rendement et en termes de R&D, on est largement capable de faire cette technologie sans aucun problème. Pareil pour le N-Type Topcon, hein, on voit en novembre 2019 23,22% sur cette technologie-là. En termes de N-Type, on a à peu près 1 giga de capacité de production. C'est pas le module qu'on pousse uniquement pour des raisons économiques. Et vous voyez pareil sur le Monoperc ou sur le Poly, plus de 20 records du monde battus durant ces 10 dernières années. En termes d'empreinte mondiale, notre QG est en Chine. Ici, vous avez en vert toutes les usines de production. Il en manque quelques-unes. L'usine principale est à Changzhou. Le QG est à Shanghai. On a une entité au Japon. On a une entité ici à San Jose et à Miami pour la partie Amérique du Nord. On a une entité ici à Singapour, une entité pour la région au Moyen-Orient aux Émirats Arabes Unis et le QG à Zurich, comme je vous l'ai expliqué précédemment. En termes de volume total vendu dans le monde jusqu'à présent, ça c'était en 2020, 60 gigas. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 75 gigas déjà livrés.
On a aussi une activité où on fait des projets en propre, principalement sur l'Asie, avec plus de 3 gigas raccordés. On est actif dans une centaine de pays. Et en termes d'employés, ça c'était 2020, 12 000 employés. Aujourd'hui, on est plutôt sur 15 000 employés. Dernière slide sur la société avant de passer au cœur du sujet. En termes de capacité, à la fin 2020, on était à 22 gigas de capacité avec 10 gigas de Vertex déjà. À fin 2021, on sera à 50 gigas de capacité. Ça, c'est la capacité nominale. En vente de modules, on a fini l'année 2020 avec 16 gigas délivrés, ce qui nous place au 3e rang mondial après Longi qui a livré 20 gigas et Jinko qui a dû livrer à peu près 18 gigas. Nous, avec 16 gigas, on est numéro 3 et ensuite c'est gigas avec 15,5 je pense. Et ensuite Canadian avec 11 gigas. Donc voilà, les usines principales qui ont été mises en place ici l'année dernière, c'est principalement 10 gigas à Yongcheng et 15 gigas à Chongqing. Donc voilà un peu la société. Je vais maintenant vous présenter ce qui est important pour vous, le Vertex 400 watts. Vous voyez ici les déclinaisons des modules, donc cadre noir, fond blanc. Ici, cadre gris, mais c'est un module qu'on ne vend pas sur l'Europe, et le full black. Le slogan du Vertex S, c'est petit par la taille et très grand par la puissance. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les prérequis qui nous ont finalement poussé à aller trouver une solution pour le résidentiel et les toitures industrielles? En fait, on s'est uniquement basé sur le retour terrain et sur vos besoins pour pouvoir placer ce module et trouver un module qui coche finalement toutes les cases de vos besoins. Donc en gros, il fallait un module qui soit puissant, un module qui dure dans le temps, avec un esthétique soigné, avec une taille qui reste finalement cohérente avec la taille que vous avez l'habitude d'utiliser, et que ce soit une solution qui soit universelle. Quand on dit universelle, c'est-à-dire qui s'adapte à tous les onduleurs stream du marché et qui est compatible avec tous les systèmes de montage sur le marché, que ce soit des clamps sur le petit côté en paysage, ou que ce soit des systèmes de rails d'insertion, ou que ce soit la méthode traditionnelle avec le clamp sur le grand côté, bien sûr, avec des plages qui soient bien supérieures à uniquement des plages restrictives, à peu près un quart du module. Il faut que le module puisse être finalement transportable très facilement. Il faut que son poids corresponde à ce que vous avez l'habitude. On ne peut pas introduire un produit qui dépasse les 21 kg. Il faut que l'aspect logistique aussi soit pris en compte, c'est-à-dire qu'avec ce nouveau module, vous verrez dans quelle mesure on a largement contribué à améliorer l'aspect logistique en termes de chargement de camion. Voilà, je pense que en ayant pris en compte tous ces points-là, on s'est dit bon, quel module pourrait être le module finalement qui deviendrait un standard dans le résidentiel et dans les toitures commerciales. Pour faire simple, je vous ai mis ici toutes les caractéristiques du module. Donc ça, ce sont toutes les caractéristiques techniques. Ça, ce sont toute la technologie qui est à l'intérieur du module. Donc on pourrait penser que le Vertex S, c'est uniquement un module où finalement on agrandit la taille des cellules et on a un module plus puissant, mais c'est un peu plus complexe que ça. On ne peut pas se limiter à juste cette affirmation. Donc la taille la puissance du module, pardon, jusqu'à 405 watts aujourd'hui. En majorité aujourd'hui, on est en 395-400, le 405, un petit peu de volume qui sera produit sur Q3 et sur Q4, mais sur Q2, aujourd'hui, on est plutôt sur du 395 et 400. En termes de taille, 1754 par 1096 par 30 mm. Donc, vous verrez, c'est pas prendre un cadre de 30 mm que le module est a une tenue mécanique qui est moins bonne que les cadres de 35 mm. Le poids du module, comme je vous ai dit, pour rester cohérent avec ce que vous avez l'habitude, de 21 kg. Un coefficient de température à moins 0,34. Je pense que c'est un peu plus faible que le marché actuellement. On est plutôt sur quelque chose de moins 0,36, moins 0,35. Ça dépend des fabricants.
En termes de dégradation linéaire, la première année à 2%. Ça, c'est parce qu'on utilise une technologie de dopage au gallium des cellules. Donc, ça nous permet de réduire l'effet LIB de la technologie PERC. Avant, les wafers étaient dopés au bord, et donc il y avait une recombinaison bord-oxygène dans les premiers mois de fonctionnement, ce qui est tout à fait normal hein, quand vous utilisez la technologie PERC. Mais du coup, avant la première année de dégradation était à 3%, maintenant on la met à 2% parce qu'on a gommé cet effet. En tout cas, on l'a pas totalement gommé, mais on l'a réduit en introduisant un dopage gallium des cellules. En termes de dégradation annuelle, pareil, un peu plus agressif, moins 0,55% par an. Le standard était plutôt à moins 0,7%. La grande nouveauté avec le Vertex X, c'est la garantie produit à 15 ans. Donc ça, je pense qu'on est les premiers fabricants asiatiques à amener cette garantie produit. Encore une fois, le produit a réellement été pensé pour vous aider à réaliser vos ventes dans le résidentiel et dans le tertiaire et agricole. Donc, on a entendu de la part de nos partenaires que la garantie produit était quelque chose qui était très important. Ici, ça vient avec 15 ans standard, en sachant que vous avez la possibilité d'avoir des extensions à 20 ans et à 25 ans. Il faut juste le préciser un peu à l'avance. En termes de garantie de puissance, on reste sur 25 ans, une garantie linéaire, ce qui commence à devenir le standard, c'est des garanties par palier. En termes de technologie, le Vertex, c'est un concentré de technologie. On voit le rendement surfacique 21,1%. La technologie des cellules, c'est du 210 mm, donc ce n'est pas du 166, ce n'est pas du 158. C'est une cellule qui est bien plus large. La technologie multibus bar, on voit encore pas mal de modules qui sont 5 bus bar, 6 bus bar. Nous, le multibus bar, ça fait 4 ans qu'on fabrique ce type de module. Et là, 100% de la production est en multibus bar. Le non-destructive cutting, on va voir après ce que c'est. C'est finalement, on va voir ce que c'est et on va voir ce que ça induit. Il s'agit de la découpe des wafers ici. Le high density interconnection, c'est finalement ce qu'on a fait pour avoir le meilleur compromis entre le productible et le rendement surfacique. La matrice cellulaire, elle est en 5 par 8. Et ici, on a coupé les cellules en 3. Et vous verrez pourquoi on a coupé les cellules en 3 plutôt que le half cut, tel que vous avez l'habitude de le voir sur les modules depuis maintenant 2 ans. Donc, en termes d'évolution de taille de wafer sur le marché, aujourd'hui, on voit un peu une course, ou alors en tout cas un affrontement sur la taille qui deviendra le standard dans les 5 à 10 prochaines années. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe dans l'industrie des wafers photovoltaïques, ça correspond tout à fait à une copie de ce qui s'est passé dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc, si on regarde entre 1965 et 2005, ça a mis à peu près 40 ans pour stabiliser le diamètre des lingots des semi-conducteurs. Et en gros, on est passé chaque 10 ans, grosso modo, on saute une taille de wafer. Et ici, la taille ultime des lingots en semi-conducteur, c'est 12 pouces. Et lorsque vous coupez finalement un wafer dans ce lingot, vous allez avoir un wafer de 210 mm. Donc l'idée, c'était de voir ce qui se passe dans l'industrie du photovoltaïque. Le 125 mm, c'est le cellule 5 pouces. Le 156 mm, c'est l'équivalent du 6 pouces. Ensuite, le 166, c'est pas encore un 8 pouces, c'est entre les deux finalement. Et donc, on voit depuis maintenant 2 ans, plusieurs formats se mettre en place. Donc, il y a 2 ans, on était sur du 300 watts en 156 mm. Ensuite, on a eu les formats 335, 340. Ensuite, on a du 161 mm, qui est le format standard de LG, par exemple, ou de Qcells. Vous avez du 166 mm, qui a été fortement promotionné par Longi, puisqu'ils ont une capacité d'à peu près de mémoire 50 gigas sur ce type de wafer. Donc, ils ont poussé le marché. Ça vous a donné des modules en 370, 360 watts. Et nous, on s'est dit, est-ce qu'on continue à faire du gain petit ou est-ce qu'on va directement au format ultime sans continuer à faire des intermédiaires? Ben, c'est définitivement le choix qu'on a fait. Et on a de bonnes raisons de penser que ce module-là, en tout cas ce type de wafer, deviendra le standard pour les 5 prochaines années sur l'industrie.
puisque, comme vous le voyez ici, depuis 2005, l'ensemble de l'industrie de semi-conducteurs a adopté ce standard en termes de lingots. Donc si eux, ça fait maintenant 16 ans qu'ils ont ce standard, l'ensemble, ils ont un degré de purification du silicium qui est bien supérieur au nôtre. Donc ça veut dire que l'ensemble de cette industrie a les machines développées pour ce standard. Et donc on s'est dit, on arrête de faire des transitions pas à pas et on va directement sur le 210. Vous allez voir sur le marché, nos compétiteurs aujourd'hui introduisent un format qui est un 182 mm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire du 210 mm, vous devez investir massivement dans des nouvelles machines. Pour faire du 182 mm, vous avez toujours la possibilité d'upgrader vos lignes existantes en 166 mm. Et comme je vous ai expliqué précédemment, si le plus gros fournisseur de wafers en 166 mm ne peut pas aller en 210, il faut bien trouver une solution qui lui permette d'être compétitif et c'est le choix qu'ils ont fait. Donc en gros, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous poussez uniquement un type de wafer, soit sur le 210, vous impliquez l'ensemble de l'industrie. Et ça, c'est aussi un choix fort que nous, on a fait. On n'a pas décidé de pousser un type de wafer sur le marché. On a entraîné avec nous tout le secteur en amont, c'est-à-dire les fabricants de lingots et les fabricants de wafers, mais aussi tous les fabricants en aval, c'est-à-dire finalement les fabricants d'onduleurs pour qu'ils nous confirment qu'ils puissent s'adapter rapidement à ce format, et notamment aux conditions électriques générées par ce type de format, aux fabricants de structures et principalement de trackers pour être sûr que les modules puissent être compatibles, puisque vous allez voir, forcément, si on augmente la taille des wafers, on augmente la taille des modules. Et donc, on a une alliance finalement avec 67 acteurs du marché qui sont aussi des développeurs, qui sont aussi l'ensemble de l'industrie et pas uniquement, on n'a pas fait ça uniquement dans notre coin en se disant, bah, on pousse ce produit sur le marché et c'est ça qui va être le standard. Donc, c'est comme ça que ça a été réfléchi. Pour revenir un peu plus dans le détail sur le Vertex S en lui-même, le multibus bar, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant 3 ans qu'on fait cette technologie, mais pourquoi on fait? Puisque en gros, si vous avez du 5 bus bar, vous avez des bus bars plats, et vous perdez le bénéfice de la réflexion sur le verre ici, et qui vous augmente la puissance surfacique des modules. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Et en plus de ça, la distance de parcours des électrons, de collecte des électrons, pardon, est beaucoup plus faible avec les multibus bars. Donc quand on combine ces deux effets, vous avez un rendement qui est amélioré de 0,4 à 0,6%. De plus, vous avez une perte résistive ici qui est beaucoup plus homogène. Et du coup, ça vous permet d'avoir quelque chose, une température de fonctionnement qui est beaucoup plus homogène. Donc ça, c'est le premier point, la première technologie qui est mise en place dans le Vertex. La deuxième technologie, c'est le non-destructive cutting. Donc, la méthode traditionnelle de découpe des wafers, elle se fait comme ceci. Vous utilisez un laser qui est à 1500 degrés et vous venez faire une séparation mécanique de votre cellule à cet endroit. La conséquence de cette méthode de découpe, c'est que la surface de découpe, elle n'est pas super linéaire. Du coup, nous, ce qu'on cherchait à faire, c'est avoir quelque chose qui soit complètement linéaire pour éviter, si c'est pas linéaire, finalement, vous allez augmenter le risque de micro-fissure. Je dis pas que le half-cut augmente significativement le risque de micro-fissure. Je dis que la technologie de découpe permet de réduire ce risque. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technologie basse température qui nous permet finalement d'avoir une surface complètement plane lors de la découpe. Et en gros, ici, ce que vous avez, c'est un graphique en représentant les performances mécaniques du half-cut en fonction de sa technologie de découpe. Et en gros, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque vous avez une technologie, une cellule pleine, elle est à peu près à 1650 pascal en tenue mécanique. Si vous utilisez la technologie de découpe traditionnelle, malheureusement, vous tombez à 105 à 1050 pascal en termes de tenue mécanique. Par contre, si vous utilisez la technologie non-destructive cutting, vous avez quelque chose qui est très similaire, de l'ordre de 165 aussi pareil, mégapascal, en termes de tenue mécanique. Et c'est pour ça qu'on a introduit cette technologie-là. Donc ça, c'est le deuxième point
techniques sur cette technologie. Le troisième point, c'est le High Density Cell Interconnect Technology. Donc, je vous disais tout à l'heure, il a fallu trouver le meilleur compromis entre le rendement surfacique et le productible. C'est toujours bien d'avoir un super rendement surfacique, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un meilleur productible. Donc pour ce faire, les modules traditionnels, ils ont un espace intercellule de 2 mm. Nous, on a réduit ce gap entre les cellules à 0,5 mm. Et la technologie qui est en comparaison, c'est le overlapping, shingle, Tyler ribbon, peu importe la technologie comme vous l'appelez. En gros, c'est vous venez mettre des cellules l'une sur l'autre pour gagner en rendement surfacique. Par contre, lorsque vous avez le module traditionnel, ben, malheureusement, le rendement surfacique il est un peu plus faible. Mais le shingle a un très bon rendement surfacique. Lorsque vous faites le productible, les modules traditionnels ont un très bon productible. Alors que l'overlapping, lié à l'ombrage, ou le shingle, hein, peu importe, lié à l'ombrage des cellules, vous avez finalement un productible qui est moins bon qu'un module traditionnel. Et nous, ce qu'on devait faire, c'était trouver le meilleur des deux mondes. Et pour ce faire, on a juste réduit l'espace intercellule. Et du coup, on a un rendement surfacique qui est quasiment le même que celui d'overlapping et un productible qui est très proche de celui du module traditionnel. C'est pour ça qu'on a introduit du coup la diminution de l'espace intercellulaire. En français, c'est comme ça que c'est. Donc ça, c'est le troisième point sur le troisième point technique qui nous a poussé à introduire cette techno. Alors, si on fait un comparatif un peu sur les tailles de modules et ce qui est disponible sur le marché, aujourd'hui, vous avez du format 158 mm en 340 qui a un rendement surfacique de 20,2 avec un poids de 18 kg. Donc ça, la taille, c'est 1690 par 996. C'est typiquement le 335-340 que vous trouvez. En termes de taille, je pense que c'est très confortable pour vous. Le poids, 18 kg, je pense que c'est aussi quelque chose qui vous convient bien. Mais du coup, sur le marché, il y a aussi une proportion importante et maintenant tout le monde quasiment a switché sur cette technologie 370, 375 avec un poids qui est un peu plus grand, 20 kg, un rendement surfacique un peu meilleur, mais une taille de module qui fait 1763 par 1040. Ça, c'est toujours acceptable sur la toiture. Je pense qu'une personne, on voit bien la représentation d'une personne d'un mètre 80, hein, à peu près. Ça fonctionne. C'est pas quelque chose qui n'est pas compatible. Et nous, on a introduit le Vertex S et du coup, la dimension, c'est 1754, donc un peu plus petit que le 166, avec un poids de 21 kg qui reste seulement 5% supérieur au poids de ce que vous avez l'habitude, donc je pense toujours acceptable, une puissance de 400 watts et un rendement surfacique de 20,8. Je vous ai dit tout à l'heure 21,1, c'est pour le 405 watts. D'accord? La technologie de wafer, donc là c'était 158, 166, là 210, c'est la matrice cellulaire, je vous ai dit tout à l'heure, 5 par 8, donc 40 cellules. En termes de comparaison sur un toit, donc là c'est pas forcément représentatif de ce qui se passe en France, hein. Je sais bien qu'il y a des caps en termes de kilowatts crête, notamment dans le résidentiel jusqu'à 9 kg ou jusqu'à 100 kg. Mais il faut avoir à l'esprit ce qui va se passer après sur lorsque le guichet ouvert sera mis en place et que finalement la puissance crête ne deviendra plus le point bloquant, puisque finalement ça sera la limite en kVA, j'imagine 250 kVA qui dimensionnera vos installations. Donc en gros, si on fait une projection avec cette toiture, hein, c'est un 16 kg de base, en 158 mm, donc en format 340, on peut mettre 48 modules. Ça vous fait à peu près 16,32 kW crête. Et là, bon, on avait pris sur 25 ans, parce qu'on n'est pas forcément focus sur le marché français, mais par analogie, je pense que vous allez bien comprendre ce qui se passe. On génère 256 MWh. Si on prend la même toiture en 166 mm, finalement, on met 45 modules, on met 16,65 kW crête, et en productible, on produit forcément un peu mieux. Par contre, si on prend le Vertex S, ben, on prend des modules en 405, on met aussi 45 modules, puisque la longueur du module est la même que ce module, donc il n'y a pas de différence.
on met 18,23 kg et en termes de productible, on fait 316 MWh. Donc, si on compare un Vertex S pour une même toiture par rapport à un 340, on va générer 23% de plus d'électricité. Si on compare par rapport à un format 370, on va générer 10% de plus sur une durée de 25 ans. Donc ça, c'est pour vous donner un peu la mécanique qu'il faudra avoir sur vos projets supérieurs à 100 kg lorsqu'on sera plus limité par la puissance critique. Donc on voit bien l'intérêt clairement du Vertex S sur cet exemple. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il fallait qu'on mette en place un module qui soit compatible avec tous les systèmes de montage. Donc là, vous voyez un peu l'ensemble des tests qu'on a menés et les types de systèmes qu'on a validés en interne avec le Vertex S. Donc on a validé pour des toitures plates ici avec des clamps sur le petit côté avec une distance entre 0 et 200 mètres et 200 mm, pardon. La même chose en portrait, pardon. Vous avez ici avec des rails à plat où finalement c'est aussi clampé sur le petit côté. Vous avez la possibilité de mettre dans des systèmes de rails d'insertion, aussi en format paysage, où vous avez la méthode traditionnelle finalement sur les toitures dans le résidentiel en surimposé. Donc tout ça, c'est validé en interne. Je pourrais vous montrer les tenues mécaniques si vous voulez dans la session questions-réponses. Quand même, vous pourrez voir dans quelle mesure on a fait quelque chose d'assez sympa en termes de tenues mécaniques là-dessus. Autre point important, tous les modules de la série Vertex S ont déjà les fichiers PAN et ils sont disponibles. Vous pouvez demander à KDI de vous les fournir si vous en avez besoin pour vos simulations. Tout est déjà prêt. Autre point important, je vous ai dit tout à l'heure, les modules, la technologie du Vertex S, c'est du shortcut. Pourquoi on a introduit du shortcut plutôt que du half cut? En fait, il faut avoir à l'esprit que plus vous avez une surface de cellules grande, plus l'intensité des modules va être importante. Et finalement, avec du 210, si vous ne coupez pas les cellules, vous allez avoir une intensité de l'ordre de 36 ampères. Et ça, 36 ampères, c'est pas du tout compatible avec aucun des onduleurs stream. Si on avait coupé les cellules en deux, on aurait une intensité de 18 ampères. Et malheureusement, on aurait eu encore un problème de compatibilité avec les onduleurs string, parce que la plupart des onduleurs string en entrée sont capés maximum à 30 ampères. Alors ça, c'est quelque chose qui va changer assez rapidement. On sait que Huawei déjà a commencé à introduire des entrées à 100 ampères, que Sungrow a poussé dans cette direction aussi, que le Core 3 de chez SMA aura une intensité de 50 ampères et qui sera donc compatible pour ce type de technologie. Mais l'idée, c'était que vous puissiez utiliser le module tout de suite. Et pour ce faire, on a dû couper les cellules en trois pour avoir une intensité qui soit de l'ordre de 12 ampères. Et 12 ampères, finalement, si on compare avec un module en 370 ou 375, ben, ça reste quasiment la même intensité que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, ça ne va pas bouleverser vos habitudes. Ça va être pareil en termes de tension. On est à 41,4 quand le 370 est à 41,3. Donc, en nombre de modules par chaîne et en intensité et en type de câblage, le Vertex, c'est exactement la même chose que ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Il n'y a aucune différence. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une solution universelle pour le résidentiel et pour les toitures industrielles. En termes de dégradation linéaire et de garantie, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, première année 2%, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Dégradation à moins 0,55, garantie 15 ans produit. La tenue mécanique ici, quand on vient clamper sur les grands côtés, elle est de 6000 pascal et 4000 pascal. Le standard dans l'industrie, c'est 5400 et 2400. Vous voyez bien ici qu'on a fait un effort considérable notamment dans la tenue mécanique au vent, sur ce type de module. Je vous expliquerai, je vous montrerai rapidement dans la session Q&A comment on a réussi à faire ça, si ça vous intéresse. Sinon, prenez pour référence qu'avec ce type de module, vous pouvez installer les modules en zone cyclonique dans les dom-toms sans avoir à faire de modifications particulières du cadre du module. Voilà, ici en gros on dit que le module traditionnel a une dégradation linéaire de 0,6% par an. On voit le gain ici sur 25 ans du fait de changer la méthode de dopage des cellules au gallium, moins 0,55. Du coup on a quasiment 1,7% en plus
garantie à 25 ans. Je vous ai dit aussi tout à l'heure, 15 ans de garantie, possible de l'étendre à 20 ans et à 25 ans quand le standard est plutôt à 12 ans maintenant sur le marché. En termes de compétition, que ce soit le top 5 mondial, GIA, Jinko, Longi et Canadien. Je vous ai mis ici une photo du Full Black. Chez nous, c'est un produit qui est vraiment pensé aussi dans le détail. Et on apporte une attention particulière à l'esthétique de ce produit. On a une ligne dédiée de traitement de cellules qui permet d'avoir un effet vraiment homogénéité noire sur le module. Il n'y a pas des reflets bleutés, il n'y a pas de distinction de cellules, enfin de couleurs entre cellules. On a bien ici un sticker noir sur toute la partie, on va dire, qui représente le half cut et qui permet d'avoir un module qui a vraiment un esthétique très soigné. Ça, c'est un produit, on pense qu'il sera vraiment très, très, très prisé dans le résidentiel en termes de puissance sur le full black, dû au fait qu'on ait une texturisation de cellules particulière qui la rend un peu plus noire. On a forcément un peu de perte de puissance et au lieu d'être à 400, 395, 400, 405 watts, on est plutôt à 385, 390 watts aujourd'hui. Voilà, je voulais juste vous montrer rapidement le produit parce qu'on pense que ça peut être vraiment un produit très différenciant sur le marché. Aujourd'hui, on est plutôt, alors j'ai bien conscience encore une fois que pour le marché français, il y a des limites à 3, 6, 9 kilos. Mais quand on est entre ces puissances-là, ça peut faire du sens d'aller sur un produit qui est très puissant. En termes de, je vous ai dit tout à l'heure, en termes de logistique, on avait fortement amélioré notre packaging et du fait qu'on ait des modules qui fassent 30 mm d'épaisseur, on arrive à mettre 36 modules 36 modules par palette. Et donc du coup, finalement, on arrive à mettre 936 modules par camion lors du transport. Donc, vous voyez, avec les modules en 340, on était à 780 modules. On a un peu amélioré le packaging, on arrive à 806 maintenant. Mais ça vous donne que 270, à peu près à 270 kilos par camion. Sur le 370, on arrive à 290 kilos, alors que sur le Vertex, on arrive à 380 kilos. C'est-à-dire que lorsque vous devez faire, par exemple, un 500 kilos, 500 kilos, c'est peut-être pas le bon exemple, mais en gros, à chaque fois que vous livrez 3 camions de 370, vous avez besoin d'en livrer que 2 sur site en Vertex S. Donc, en gros, pour nous, c'est un peu notre manière de réussir à diminuer notre empreinte carbone. Chaque camion gagné non envoyé réduit notre empreinte carbone sur le marché. En termes de capacité, sur 2020, on est déjà à 5 gigas de capacité sur le Vertex S. Si vous vous rappelez tout à l'heure, au tout début de la présentation, je vous ai dit que Trina avait 50 gigas de capacité. Sur ces 50 gigas de capacité, il y a 10 gigas en 335-340 qui sont principalement alloués au marché américain. Le 370-375 représente aussi 10 gigas de capacité. C'est-à-dire qu'il nous reste 30 gigas de capacité. Ces 30 gigas de capacité sont uniquement sur le format 210 mm. Parmi ces 30 gigas, il y a 5 gigas qui sont alloués et dédiés à la toiture qui représentent le Vertex S. Les 25 autres gigas de capacité sont dédiés aux produits pour les centrales au sol, typiquement les très grands modules. Le ramp-up va se faire plutôt linéairement. L'année prochaine, on aura 10 gigas de capacité sur le Vertex S. Et là, je parle bien uniquement du format 400 watts. Et en 2023, 15 gigas de capacité. En termes de, je vous montre un peu la gamme Vertex complète pour vous faire comprendre dans quelle mesure on a introduit le 400 et les autres modules. Il faut avoir à l'esprit que le module de référence, qui est le père de toute cette famille de modules, c'est le 500 watts qu'on a introduit en juillet l'année dernière et qui était finalement le module à cette époque le plus puissant du marché en
en compétition avec le 450 watts. Ensuite, une fois qu'on a introduit ces 500 watts, je vous ai montré tout à l'heure, nos compétiteurs ont réagi et ont introduit un format en 182 mm qui faisait 535, 540 watts. En réaction à ce produit-là, nous, on a introduit un format 5x11 qui est finalement juste une ligne de cellules en plus et qui nous a donné 550 watts. Par contre, on s'est dit quel serait le module qui permettrait d'aller sur la toiture, et c'est pour ça qu'on a enlevé finalement ici 2 lignes de cellules et on a fait le 5x8 qui est un 400 watts. En réaction, nos compétiteurs ont fait un produit ici, donc je vous ai dit en 182, 72 cellules, 540 watts. Ils ont introduit un module ici, 78 cellules, 580 watts. Donc on a dit, ben, aucun problème, nous on peut faire un 6x10 et même un 6x11 qui finalement, quel est l'intérêt de faire un 6x10 si en largeur, vous avez déjà la capacité logistique de transporter ces modules-là, et si en longueur, vos clients ont déjà accepté du 550 watts. Et donc en gros, à terme, les modules qui vont rester seront le 500, le 550, le 405 et le 660. Je pense que le 600, il est disponible, mais il n'aura pas une durée de vie qui sera très longue. Voilà un peu comment tous ces produits ont été implémentés sur le marché. Et le ramp-up est assez spectaculaire. C'est-à-dire en juillet 2020, on a introduit le 500, septembre le 550, janvier le 400 et maintenant le 600 et 660. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ensemble de ces produits, excepté le 400, sont plutôt pour la centrale au sol. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour reprendre un petit peu tous les points du Vertex S, et après on va passer à la session questions-réponses. Vous avez donc 405 watts en termes de puissance, 21%, petit par la taille et grand par la puissance. Une solution adaptée à toutes les structures de montage et à tous les onduleurs. Vous avez un module qui est très fiable avec les nouvelles conditions de garantie et un esthétique visuelle qui est très soigné et avec une finition qui est impeccable. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce webinaire. Je vais couper le partage d'écran et je vais revenir maintenant à... Est-ce que vous me voyez tous Est-ce que vous me voyez tous ici dans le visuel de l'écran, si vous pouviez... Ok, super. Donc j'ai vu pas mal de messages. Je vais essayer de répondre en premier dans les messages du chat et ensuite Alors, il y a certains d'entre vous qui me disent que le son a été coupé pendant un moment. Est-ce que ça a remarché ou pas? Ok, bon, ça a l'air d'être autre chose. Théophane Delaloi, salut Théo, qui me demande, qui dit fixation sur les petits côtés. Oui, alors je peux vous partager un peu des éléments là-dessus. Je vous ai dit que j'allais vous le montrer. On a un document. Dites-moi si vous voyez l'écran. On a un document pour lequel en fait on donne des tenues mécaniques en fonction des différents types de systèmes de montage. Donc là, on a un rail sous le module avec des clamps qui sont dans une mesure, dans une distance de 0 à 200 du point du module. Et on a une tenue mécanique qui est de l'ordre de 2400 pascal en charge de neige et 2000 pascal en charge de vent. On a la même chose avec les systèmes de rails d'insertion et on voit que la tenue mécanique est exactement la même. À titre comparatif, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous faites un IEC, vous prenez toujours les modules par le grand côté et les valeurs sont de 5400 et 2400. La tenue mécanique au vent à 2000 pascal sur le petit côté, c'est vraiment une performance qui est assez exceptionnelle. Je vais vous montrer après comment on a fait pour atteindre ça. Là, vous avez ici 100 rails sous le module. Donc là, on est un peu dégradé, mais pas en charge de neige, en charge de vent, puisque finalement, la seule chose qui va retenir le module, ça sera les clamps à cet endroit-là. Et on a identifié aussi, voilà, si vous avez sur le grand côté, pour que ça puisse être fonctionnel avec les ondes, les sommets d'ondes, sur les systèmes pour la toiture en tôle métallique, il fallait qu'on ait
zone de clamp qui soit étendue. On ne peut pas se permettre d'avoir uniquement ici un quart du module. C'est trop limitatif et ça ne fonctionne pas avec vos besoins sur la toiture full métallique. Et ensuite, on a tout un tas de validations mécaniques là-dessus. Je vais vous montrer comment on a fait pour atteindre ça. Alors, en fait, on a changé la chambre. Alors, j'espère que ça va pas faire bugger. J'espère que ça va pas faire bugger le PC. Vous me dites. Je vais juste l'agrandir comme ça, sans rentrer dans le détail. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que la chambre du cadre, ça, c'est la version 3, la version actuelle. Et en fait, si vous voulez, les versions anciennes, la chambre du cadre, elle représentait un genre de parallélépipède. Et du coup, ce qu'on a fait sur le Vertex S, c'est qu'on a élargi et qu'on a fait une forme plus cubique. Et c'est pour ça qu'on a une bien meilleure tenue mécanique sur les modules. Donc, pour faire très simple, plus vous avez la chambre qui est large, plus le moment d'inertie des cadres des modules est bon, plus la résistance mécanique est importante. Et c'est pour ça qu'on obtient moins 6000 et moins 4000 avec un cadre de 30 mm, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais on comprend bien par ce schéma que la tenue mécanique a été clairement renforcée sur ce type de module. Hop. Donc ça, c'était pour la partie fixation petit côté. Qu'en est-il de la compatibilité avec les micro-onduleurs? Alors, à ma connaissance, le IQ7 et le IQ7 Plus sont tous les deux compatibles avec le module Vertex, puisque l'intensité, comme je l'ai montré, elle ne dépasse pas les 12 ampères et la tension, elle ne dépasse pas les 40 volts. Et il me semble que la plage de tension des micro-onduleurs, elle est plus importante et que l'intensité acceptable des micros aussi, elle est plus grande que ce type de module. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me rapprocherai d'Emphase pour bien valider ça, mais je suis quasiment certain que c'est le cas. Alors, je vois backsheet noir sur full black. Bah oui, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est un backsheet noir. Par contre, la face arrière des modules, effectivement, elle est blanche. C'est-à-dire que quand on regarde le module de face, il est bien. J'ai peut-être une photo qui peut montrer ça. Est-ce que dans la présentation, je vais vous le remontrer. Hop. En fait, la face avant est bien noire, mais la face arrière, hop, ici on voit la face arrière est blanche. Mais après, en général, sur la toiture, ça pose pas vraiment de problème, hein. Le fond ici est noir et la face blanche, elle est posée contre la toiture. Mais si c'est un problème pour vous, n'hésitez pas à me faire remonter l'information. Je regarde dans quelle mesure on est flexible là-dessus, mais aujourd'hui, c'est le choix qu'on a fait sur nos modules. Autre question, allez-vous nous fournir les documents en français? Alors, toutes les fiches techniques aujourd'hui sont disponibles en français, la garantie est disponible en français et le user manuel devrait être traduit dans les prochaines semaines. Je pense que d'ici fin du mois, ça devrait être possible. Martin Soumet, y a-t-il une certification carbone des modules? Si oui, quel est le poids carbone? Alors, ça, c'est une question à laquelle, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on s'attarde un petit peu. J'ai besoin de connaître la méthodologie pour laquelle vous souhaitez ce bilan carbone. Donc, la réponse de base, c'est oui, on a un bilan carbone sur ce module. Maintenant, le bilan carbone des modules, il est lié à la méthodologie de calcul. Selon la Creux, il y a 7 méthodes différentes. Donc, j'ai besoin que vous me précisiez votre question là-dessus. Je vais continuer à dérouler. Il y aura votre réponse qui va s'afficher, mais on va y rentrer dans le détail sans aucun problème.
Pouvez-vous revenir sur l'espace entre deux modules à la pause? Alors, je suis pas très sûr de comprendre cette demande, mais de manière générale, l'entraxe l'espace entre les modules, il correspond finalement au brief de fixation, et c'est ça qui dimensionne ou qui conditionne l'espace acceptable entre les modules. Alors, autre question. Si ma réponse n'est pas suffisante, n'hésitez pas à me remettre des commentaires en dessous et on en discute sans aucun problème. Pour l'instant, je déroule les questions dans le chat. Pourquoi avez-vous réduit l'épaisseur des modules? Je pense que je viens de vous montrer la raison pour laquelle on a réduit. Il y a aussi un aspect financier, il ne faut pas se mentir. Je pense que tout le monde a bien conscience de la flambée des coûts des matières premières en ce moment. On parle de l'ordre de 30%, peu importe le métal que vous utilisez, que ce soit le cuivre, que ce soit l'aluminium, que ce soit l'acier. Et il est évident que lorsque vous réduisez l'épaisseur, vous réduisez le coût matière. Et vu que l'objectif, c'est d'avoir un module qui soit le plus compétitif possible, c'est une des parties. Mais c'est pas parce qu'on a réduit l'épaisseur du cadre qu'on a diminué la tenue mécanique. Je pense que je l'ai suffisamment montré. Avez-vous prévu de réaliser un FDES ou un PEP? Alors, les éco-passeports, c'est aussi quelque chose qui commence à devenir plus ou moins un sujet récurrent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût d'investissement d'un éco-passeport, c'est à peu près 30 000 euros. Et il faut que moi, je justifie en interne d'un business model qui me permette de prouver qu'investir 30 000 euros dans un éco-passeport, c'est rentable. À ma connaissance, aujourd'hui, le marché de l'éco-passeport, il n'est pas suffisant pour permettre de justifier cet investissement-là. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on a déjà un éco-passeport sur d'autres modules, le DE15 et le DE17, qui est valide pour toute l'Europe. Et ça, je peux partager les informations, hein, c'est public, aucun problème. Donc, si vous avez des besoins là-dessus, je vous invite à vous rapprocher de KDI et je leur transmettrai toutes les infos possibles. Gérard Marconnet, utilisation avec petit tracker 4 panneaux, donc black sheet noir, utile. Est-ce que c'est pour des raisons esthétiques? Petit tracker 4 panneaux. C'est-à-dire que finalement, si vous avez un module avec un vert Tedlar, enfin, un Tedlar blanc, c'est problématique? C'est ça la question? D'accord. Et ça représente, en termes de volume, vous voyez, parce que c'est toujours une question de volume, il faut pas se mentir, vous voyez quoi comme perspective là-dessus? Pour vous dire, on a 50 gigas de capacité, d'accord? 50 gigas de capacité. Admettons qu'on parle d'un volume de 500 mégawatts. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur et que vous compreniez l'état d'esprit. 500 mégawatts, c'est 1% de la production. 1% de la production, si on a 360 jours, ça veut dire 3 jours de production. Donc, ça veut dire que quand on me demande un volume qui est inférieur à 500 mégawatts, qui représente 3 jours de production, je dois mettre en place toute une stratégie pour 3 jours de production sur une année. Donc, vous comprenez bien que je suis obligé de faire des choix sur ce que je dois faire. Donc, c'est pas que je veux pas le pousser, mais j'ai besoin d'un volume qui soit très conséquent pour aller pour demander des choses un peu spécifiques par rapport aux standards qu'on a mis en place. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'on peut faire. Est-ce que le Vertex S est éligible en matière d'empreinte carbone dans le nouveau décret S21 100 à 500? Jean-Pierre Noël. Alors, cette question-là, je veux bien en débattre avec vous, parce qu'il y a des choses qui, à mon avis, vous échappent en termes de compréhension du décret. Aujourd'hui, il faut être bien conscient que le décret, déjà, la méthodologie de calcul du bilan carbone, elle n'est pas du tout figée. La valeur du bilan carbone, elle n'est pas du tout figée non plus. Donc, aujourd'hui, moi, vous dire, est-ce que le Vertex S est éligible en matière d'empreinte carbone, c'est clairement impossible de vous donner une réponse qui soit noir ou blanc. Ce que je peux vous donner, c'est des pistes
des pistes de réflexion. La première chose, c'est que vous devez déposer vos PTF avec un bilan carbone valide. La vérité, c'est que la méthodologie que j'ai vue dans le décret préliminaire, elle est différente de la méthodologie actuelle. Et que toutes les ACV qui sont valides aujourd'hui, elles ne seront pas valides avec le nouveau décret. Physiquement, qu'est-ce que ça implique pour vous en termes de deadline? Ben, nous, on va devoir refaire en tant qu'industriel toutes nos ACV sur tous nos modules. À titre informatif, j'ai lancé 14 ACV en juin l'année dernière à l'ADEME. Je n'ai reçu que 6 validations à ce jour. Alors l'ADEME dit, dans le cahier des charges, ils ont 2 mois pour statuer sur la validation d'une ACV. La réalité physique, c'est que depuis juin, je n'ai toujours pas reçu mes validations. Donc on parle de 6 à 8 mois de validation pour avoir une ACV. Une fois que cette ACV sera mise à jour avec les nouvelles normes de calcul, il faudra aller chez Certisolis pour obtenir un bilan carbone valide pour que vous puissiez le transmettre au moment de votre demande de PTF. Pour obtenir un bilan carbone, aujourd'hui, on est sur un délai d'à peu près 1 mois. Donc, si on combine ces deux choses et qu'on se dit, le décret va sortir demain, il faut que vous ayez à l'esprit que c'est impossible qu'aucun industriel n'aura un bilan carbone à vous fournir valide après-demain. Le temps entre la publication du délai et on va dire la réalité physique des fabricants à être prêts, il va être beaucoup plus long que ce que vous imaginez. En tout cas, avec la version actuelle du décret. Donc, vous dire est-ce que le bilan carbone sera valide ou éligible, c'est impossible. Par contre, on peut avoir des pistes de réflexion sur quelle est la valeur du bilan carbone aujourd'hui d'un module Vertex S avec la méthodologie actuelle qui est 33% de recyclé pour le mono et avec les coefficients de perte et casse actuels. Et la valeur aujourd'hui, elle est légèrement supérieure à 574. Et quand je dis légèrement, c'est très légèrement. Hein. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour fabriquer du Vertex S, on est obligé d'utiliser des nouvelles usines. Et que pour faire une ACV sur une usine, il vous faut 1 an de facture d'électricité pour pouvoir transmettre à l'ADEME. Si vous n'avez pas 1 an de retour d'expérience, vous ne pouvez pas soumettre votre valeur à l'ADEME. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à produire en juillet l'année dernière et que du coup, on va arriver à 1 an cumulé et que je vais lancer cette ACV sur le Vertex. Et que du coup, j'ai de très bonnes, j'ai 100% de chance de croire qu'en 2022, le Vertex S sera inférieur à 550 kg. J'ai 2 façons de faire. La première, c'est soit réduire l'épaisseur de wafer, soit utiliser une valeur ACV de l'usine de fabrication. Pour vous donner aussi un peu d'éléments, j'ai reçu toutes les validations d'ACV sur le silicium recyclé, le lingot et le wafer pour les formats 210 mm. Donc tout ça, c'est déjà dans mes mains. Je peux obtenir les certificats bilan carbone sans aucun problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais au moins ça vous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Je vais passer à la session Q&A dans laquelle j'ai 14 questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Première question, quelle est la part d'énergie renouvelable dans l'alimentation des usines de production de ces modules? Alors là, c'est aussi, je pense que c'est aussi une question qui est relative au bilan carbone. Pour faire très simple, lorsque vous faites une ACV sur une usine de fabrication, si vous n'avez pas un contrat d'électricité direct avec un producteur d'énergie renouvelable, que ce soit du PV, de l'éolien ou de l'hydrolien ou de l'hydroélectrique à côté de votre usine et que vous n'avez pas un câble qui part directement de cette source d'électricité en interne chez vous avec un contrat de gré à gré, aucune ACV ne prend en compte les énergies renouvelables. Admettons que sur votre usine, vous ayez des modules photovoltaïques qui alimentent votre production. Si vous n'avez pas un producteur d'électricité qui est autre que vous-même et que vous utilisez cette électricité, c'est pas pris en compte dans le calcul des ACV. C'est considéré comme si vous utilisiez l'énergie du réseau.
Donc, je ne sais pas si ça répond encore une fois à votre question, mais en tout cas, dans la réalité, c'est ce qui se passe. Le module Vertex existe-t-il en bifacial? La version 40 cellules, le Vertex S, n'a pas le module Vertex en 60 cellules, en 40 cellules, pardon, n'a pas de version bivers biface. Seul je vais vous repartager mon écran, d'accord? La version bivers biface existe sur le 500 watts, existe sur le 550, existe sur le 600 et existe sur le 660, mais pas sur le 405. Encore une fois, la raison est assez simple. Je vous ai expliqué, 500 mégas représente 3 jours de production. Et si j'ai pas 500 mégas, c'est impossible pour moi de pousser ce produit en interne et d'avoir une production spécifique pour ce type de module. Jérôme Borne, merci pour la présentation. Question concernant les certifications en cours. Quelles sont les ETN lancées? Alors, j'ai lancé les ETN avec tous les fabricants du marché, déjà depuis le mois de novembre. Donc, que ce soit, alors, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais que ce soit avec Dom Solar, K2, PC Solar, ouais. En fait, il y a tous les acteurs. Pour être très honnête, je me limite à aucun acteur. GSE aussi, qui d'autre, enfin, Joris, enfin, voilà. S'il y a des besoins spécifiques, n'hésitez pas à faire remonter à KDI. Partez du principe que si vous avez besoin d'une certification, on va la faire quoi qu'il arrive. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucune restriction avec aucun acteur du marché. Je pense à SDEC aussi, je n'ai pas mentionné, mais Sopra Solar. Vraiment tous les acteurs du marché, sans aucune distinction. Le 405 a-t-il un bilan carbone? J'ai répondu. Les panneaux sont-ils compatibles avec un système d'intégration en toiture? En technique courante, c'est une demande de notre assureur. Ça, je vous invite à prendre contact avec les fabricants de structures. Moi, je suis assez loin de tout ça finalement en termes de technique courante ou non courante. Je pense que les fabricants de structures sont bien plus au fait sur ce sujet. Peut-être que vous pouvez nous envoyer les systèmes sur lesquels avec lesquels vous travaillez pour qu'on puisse nous faire la recherche de notre côté, mais je n'ai pas la réponse là tout de suite à cette question. Pouvez-vous nous expliquer la technologie PERC? Parce que, alors PERC, en fait, pour faire assez rapide, hein, c'est juste une passivation de la face arrière des cellules. Et en gros, ça vous permet d'avoir une réflexion en face arrière des électrons qui vont être recaptés à l'intérieur de la cellule. Alors qu'avant, la face arrière des modules, c'était de l'aluminium. Et du coup, la collecte des électrons, elle passait à travers et elle se stoppait au niveau du fond de la cellule. Et c'est pourquoi on avait des modules qui avaient des puissances qui étaient beaucoup plus faibles, de l'ordre de mémoire. Il me semble que le mono était à 290, 295 heures. Y a-t-il une certification carbone des modules? Et si oui, le poids carbone, FDES, PEP, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Est-il prévu une version bifaciale? J'ai aussi répondu. Pourquoi avez-vous réduit l'épaisseur? J'ai aussi répondu. La méthode Creux 4, j'ai dit qu'aujourd'hui on était à peine au-dessus de 574 et j'ai oublié de mentionner que c'était pour des modules en 400 watts. Le 405 watts est déjà inférieur à 574 avec les valeurs actuelles. Est-il possible d'avoir un retour de votre présentation? Bien sûr, je vais partager cette présentation avec Kelly. Et il me semble que le webinar sera aussi en lien disponible sur YouTube, sur la chaîne de KDI. Je regarde vite fait le chat.
Jean-Pierre, j'espère qu'il sera éligible. J'en ai vendu presque 2 mégas. Oui, ben, il y a, a priori, je veux dire, on a une part de marché assez importante sur la France. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas en sorte que le produit ne le soit pas. Alors, pour revenir un peu sur cette histoire de bilan carbone, je veux aussi vous rassurer, aujourd'hui, la méthodologie qui est présentée dans le décret, elle utilise des valeurs de mix énergétique pays qui sont plus favorables que la méthode CRE 3 et CRE 4. Donc, tout le sujet aujourd'hui revient dans est-ce qu'on va prendre en compte le cadre dans le calcul du bilan carbone ou pas. Et ça, c'est toujours en suspens. Si on prend le cadre, quel seuil de bilan carbone va être appliqué? Donc, je vous le répète encore une fois, je comprends l'ébullition qu'il y a sur le décret 100 à 500 kilos, mais il faut être très prudent. En tout cas, c'est la position que moi, je tiens. Il vaut mieux continuer à faire qu'on est capable de faire et ce que le gouvernement nous autorise à faire, c'est-à-dire du 100 kilos. Et tant que le décret n'est pas publié, on ne connaît pas les implications que ça aura sur le bilan carbone et sur le délai auquel les clients ou les installateurs pourront développer et proposer ces projets pour des bandes de PTF. Donc il faut être très clair. Hein. Je sais que c'est pas quelque chose qui est très encourageant, mais il faut, à mon avis, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut être très précautionneux et il faut malheureusement jouer avec les règles qui sont disponibles aujourd'hui. Alors Jean-Pierre, je comprends l'inquiétude et pour vous rassurer, quoi qu'il arrive, on a toujours été prêt avec les bilans carbone et on le sera encore dans l'avenir très proche. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sinon, il est déjà 12h15. Ça fait 1h15 qu'on discute du Vertex S. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez pu mieux appréhender dans quelle mesure on a mis en place et introduit ce module sur le marché. Et je compte sur vous pour faire en sorte que ce nouveau produit soit un succès. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous.